L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Econocast. L'Econocast, c'est quoi ? Eh bien, c'est un nouveau podcast qu'on a lancé le mois dernier avec mon ami Mickaël Vincent pour vous parler économie et finance, essayer de vulgariser un petit peu tout ça. On s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte principalement que j'entravais pas grand chose à tout ça et quand on en parle dans les médias, c'est parfois un petit peu difficile de suivre. Donc on s'est dit qu'on allait revoir un petit peu les bases de la finance et de l'économie, vous expliquer un petit peu quels sont tous ces termes abscons comme PIB ou dette publique et puis voir un peu ce qu'on en fait dans les médias et comment il faut comprendre les informations qu'on vous communique. Alors Mickaël, d'abord bonjour. Bonjour Fasquille, et très heureux de vous retrouver pour un épisode 2. Alors on va juste repréciser très vite qui tu es en fait, parce que c'est vrai qu'on nous a posé la question la dernière fois. Alors pour ceux que ça intéresse, je précise d'entrée de jeu qu'en fait il y a un épisode de Dans le canapé avec toi où tu parles un peu de ton parcours, donc si vous voulez creuser un petit peu l'histoire de monsieur Mickaël Vincent, vous pouvez le faire par ce biais-là, et puis sinon si tu peux nous rappeler en 2 minutes ce que tu fais dans la vie et en quoi tu es pertinent sur le sujet de l'économie et de la finance. Quant à la pertinence, ça je laisserai les auditeurs et les auditrices en juger, mais c'est moi qui le dis, donc ça va. Mais voilà, je suis dans le civil économiste, plutôt d'ailleurs porté sur les questions de stabilité financière, plutôt liées au marché, aux banques, etc. Ce qui vient aussi de mon passé, puisque j'ai travaillé dans les salles de marché londoniennes pendant longtemps, avant de te rejoindre à Bruxelles, ouais. Et plus proche de toi par ailleurs. Voilà, j'anime également le podcast signé Fasquille, le bien nommé Rue de la Révolution, où on s'entretient tous les mois sur des sujets parfois aussi économiques, mais un peu plus politiques, sur l'engagement en général. Bon voilà, comme ça le portrait est dressé. Et puis donc je rappelle, si vous voulez en savoir plus, il y a l'épisode de Dans le canapé, je sais plus quel numéro, c'était l'avant-dernier je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même le dernier, je ne sais plus quand on s'est arrêté. Bref, on nous a posé des questions par rapport au premier épisode, et notamment des questions sur les différences entre flux et stock qui visiblement étaient pas claires pour tout le monde. Donc on s'est dit qu'en début d'épisode on allait passer un petit peu de temps à répondre éventuellement à vos questions sur l'épisode précédent. Donc on va le faire ici concernant cette notion de flux et de stock. Est-ce que tu peux très vite réexpliquer un peu la différence entre les deux, et je pense que tu as un exemple en plus pratique pour le faire. Ouais, tout à fait. Je pense que ça vaut le coup, effectivement, d'insister sur ces notions de base, parce que ça, c'est des choses qu'on réutilisera, je pense, assez souvent. C'est assez basique. Bon, l'idée du flux, c'est tiré de la physique au départ, mais l'idée, c'est de pouvoir comparer un mouvement, en fait, et en l'occurrence, dans l'économie, plutôt un mouvement de valeur financière ou un mouvement d'argent, tout simplement, par rapport à un stock qui serait... pour être plus proche de nous, par exemple, c'est la différence entre un salaire, donc ce qui serait un flux d'argent mensuel, comparé à ton épargne, ou à ton patrimoine, qui serait donc ton stock d'argent accumulé à ce jour, quoi. Okay. Ça, c'est pour l'exemple un peu basique. Et puis, peut-être pour prendre un exemple plus de la science économique, qui est utilisée souvent et qui m'a été inspiré par une chronique de Dominique Seux et Thomas Piketty, qui font un débat éco tous les vendredis matins sur France Inter. Et un exemple qui fera peut-être plaisir à CAF par ailleurs, c'est l'exemple d'Apple. T'as peut-être dû voir l'info passer, début 2022. Ouais, début 2022, Apple a franchi le seuil symbolique des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui est une première, ce qui est énorme. Et donc on a vu beaucoup de personnes commenter, des politiques, des journalistes, dire Apple dépasse donc les 3000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB français, c'est plus que le PIB italien, c'est plus que le PIB britannique, donc Apple est aussi puissant ou plus puissant qu'un pays du G7, gros red flag. Et c'est là, c'est marrant parce que ça rejoint justement ce qu'on disait le mois dernier, dans l'épisode précédent, où on disait justement que tous ces termes, il fallait faire très attention à la manière dont c'était utilisé, et ici pour le coup c'est utilisé de manière assez impropre en fait. Ouais, absolument, parce que c'est vrai que, alors, d'un point de vue montant, 300 milliards, c'est effectivement plus que le PIB français qui est environ, si je le prends en dollars, autour de 2700 milliards de dollars. Donc effectivement, c'est plus.
Sauf que là, ce qu'on est en train de faire quand on compare le PIB de la France avec la capitalisation boursière d'Apple, c'est qu'on compare justement un flux et un stock. Donc ça, on l'a bien dit la semaine dernière, le PIB c'est un flux. Donc c'est le montant de la production d'un pays sur un an, alors que la capitalisation boursière, en l'occurrence, c'est un stock. Donc tout ça pour dire qu'il est erroné de dire que Apple est comparable à un pays comme la France ou l'Italie par rapport à ça. Il faudrait plutôt comparer avec son chiffre d'affaires, qui lui est autour des 200 milliards environ. Ça reste énorme, hein, on est bien d'accord, mais remis au niveau du PIB des États-Unis, puisqu'Apple est une boîte américaine, le PIB des États-Unis c'est environ 20 000 milliards de dollars. Donc en fait, on est à 1%. On est à 1%, on est loin. Ça reste énorme, hein, c'est la plus grosse capitalisation boursière, ça pose de vrais problèmes en termes de monopole, en termes de pouvoir d'une entreprise comme Apple, clairement. Par contre, de là à dire que c'est l'équivalent d'un pays du G7, là effectivement c'est des bêtises. Donc ça dit bien qu'il faut faire très attention à la manière dont on utilise tous ces termes. Le terme de cet épisode, c'est la dette publique. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite définition un peu scolaire, hein, comme ça on pourra rebondir là-dessus. Donc voilà, quand on ouvre le dictionnaire, la définition de la dette publique, c'est dans le domaine des finances publiques, l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par un État, ces collectivités publiques et ces organismes qui en dépendent directement. Alors c'est un truc qu'on entend souvent, la dette publique, et c'est un truc, je dois bien avouer, j'ai presque 50 balais, je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors c'est quoi la dette publique, Michael ? Alors la dette publique, c'est pour un État, de la même manière que la dette privée pour un individu ou une entreprise, c'est un moyen de financement. D'accord. Un État, pour se financer, il peut générer des recettes. Hein, les recettes d'un État, c'est lever l'impôt ou c'est mettre en place des taxes. Historiquement, ça pouvait être aussi des grands emprunts, comme on l'a vu pendant les guerres, où du coup on en faisait appel à l'épargne des habitants d'un pays donné, ou alors historiquement aussi on pouvait très bien aller piller des colonies, par exemple. Une autre façon de se financer pour un État, c'est donc d'émettre une obligation, une créance, qu'on appelle en France par exemple un bon du trésor, sur les marchés, et ça donne l'opportunité à un investisseur d'acheter ce produit financier, et donc cet investisseur devient un créancier du pays, et donc en fait la France emprunte aux investisseurs mondiaux en émettant de la dette publique. D'accord. Alors maintenant qu'on a les définitions, tu voulais préciser 2-3 détails ? Oui, alors parce que par nature, la dette publique comme moyen de financer, c'est pas innocent, bien sûr, puisque ça signifie qu'a priori, si on a besoin donc d'argent extérieur, de l'argent levé donc par cette dette publique, c'est qu'on n'est pas autofinancé par rapport à ses recettes, et ça veut probablement dire que nos dépenses sont supérieures à nos recettes, ou en tout cas à ce moment-là, et que la dette sera potentiellement remboursée plus tard. Donc l'idée c'est quand même de dire qu'il y a un petit peu un trou dans la raquette, et donc ce trou-là va être comblé plutôt par un emprunt, et en l'occurrence donc par l'émission d'une dette publique, plutôt que par exemple augmenter les impôts ou réduire les dépenses. Donc dette publique, c'est la dette d'un État, et du coup cette dette, les États la payent à qui ? Alors c'est là toute la beauté de la dette publique, et pourquoi ça a pris tant d'importance, je pense, ces dernières années, ou en tout cas au XXe siècle, c'est que les grands emprunts, c'était aussi une dette, mais une dette plutôt contractée envers les habitants même d'un pays, de manière un peu plus individuelle, ou alors parfois les pays pouvaient aussi se financer directement à leur banque centrale, mais donc du coup ça restait une question plutôt nationale. La dette publique, du coup, ouvre un horizon sur les marchés, qui donne un peu aussi l'impression du coup de réduire le risque et d'avoir un peu plus d'appétit, d'attrait, puisque d'un seul coup on a 7 milliards d'investisseurs potentiels qui pourraient avoir envie donc de prêter à un État comme la France ou comme la Belgique, en se disant c'est des États avec un bon PIB, ils vont pouvoir me rembourser, c'est un investissement intéressant, et puis en échange de ça, ces pays vont payer donc des intérêts, donc ça peut être un investissement intéressant. Donc pour les États, il y a beaucoup aussi d'appétit pour la dette publique en s'ouvrant comme ça sur les marchés mondiaux. Donc c'est un peu le grand jeu de la finance libéralisée au niveau mondial, c'est qu'on sort d'une logique qui reste en fait interne au pays, je dirais, avec soit les impôts, les recettes ou les grands emprunts, et où on profite de la finance mondiale pour avoir justement accès à plus de clients et donc potentiellement à des capacités d'emprunt plus intéressantes. Et donc dans le concret, évidemment, il n'y a pas 7 milliards de personnes qui vont pouvoir contracter de la dette française. C'est clair. Donc cet instrument-là, il peut intéresser effectivement des fonds de pension. Donc beaucoup de retraites vont être financées avec ce genre d'emprunt, enfin avec ce genre d'instruments financiers. Les assureurs aussi qui ont besoin
d'investir le cash et donc qui vont pouvoir notamment être des gros acheteurs de cette dette publique, n'importe quel investisseur, etc. Donc on est plutôt sur des institutionnels, hein, des banques, des fonds de pension, des hedge funds, etc. qui vont acheter donc cette dette publique sur les marchés. J'ai un peu l'impression que tout le monde, en fait, enfin tous les pays ont une dette. J'ai l'impression que quand on parle d'un pays, on parle de son PIB et de sa dette publique. Est-ce que c'est un truc qui est global à tous les pays, ou bien c'est particulièrement répandu, ou bien c'est juste une mauvaise impression de ma part? Pour l'essentiel, à part peut-être quelques exceptions près, et encore là tu me prends de brûle pour point, donc à vérifier, mais peut-être à part certains États comme Cuba où ça pourrait être à mon avis pas très développé, mais l'essentiel des États développés ont effectivement utilisé ce levier de la dette publique pour pouvoir soit compenser un déficit, soit financer des investissements sur le long terme. Mais clairement, une fois que la porte a été ouverte, elle s'est ouverte à quasiment tous les pays. Ouais, c'est la norme. Alors ça me permet de faire une bonne transition avec la suite, puisqu'apparemment il existe à la fois une bonne dette et une mauvaise dette. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux? Alors là, si on faisait une comparaison qui a ses limites, hein, ça je tiens à le préciser et on le redira un peu plus tard, si on faisait une comparaison avec une entreprise ou un individu, d'instinct, quand on doit emprunter de l'argent, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, c'est-à-dire que on pourrait penser que si je contracte une dette parce que je n'ai pas d'argent et que c'est vraiment pour financer le coût de ma vie, je vais avoir du mal à la rembourser, c'est des dépenses en fait structurelles mais qui sont pas financées, donc ça peut être considéré comme de la mauvaise dette, de la même manière que si une entreprise empruntait pour payer les salaires de ses employés, la situation ne serait pas vraiment considérée comme soutenable, alors qu'à l'inverse, ce qui pourrait être considéré entre guillemets comme une bonne dette ou en tout cas un bon investissement, c'est quand on fait par exemple un emprunt immobilier avec l'espoir de se dire derrière j'ai acheté une maison qui va prendre de la valeur, ou pour une entreprise j'ai investi dans des machines pour faire un peu plus de business et donc cette dette va me permettre de multiplier mes capacités et donc ça peut être considéré d'un point de vue bon gestionnaire, voilà, comme une bonne dette. Pour les États, c'est évidemment un petit peu plus complexe que ça, puisque évidemment ce qui pourrait être considéré comme de la mauvaise dette, c'est celle qui va nourrir directement le déficit parce que derrière il n'y a pas de recettes ou il n'y a pas de plan d'investissement. Alors par exemple, quelque part, la dette publique contractée pour compenser le manque à gagner en termes de PIB, etc., par rapport au confinement lors de la crise Covid, pour certains ça peut être considéré comme de la mauvaise dette parce que finalement on a emprunté le manque à gagner du fait de la baisse d'activité. C'est pas un investissement sur l'avenir, c'est en fait pour compenser une perte sèche et donc ça peut être vu comme une dette plus compliquée à rembourser plus tard. Ça c'est certain. À l'inverse, de se dire si j'emprunte, je suis la France et j'emprunte 20 milliards sur les marchés pour investir dans l'éolien, dans le solaire ou dans une nouvelle centrale, où là on peut se dire effectivement c'est un investissement déjà qui correspond à quelque chose d'un peu plus concret, donc à une dépense qui est conjoncturelle, hein, c'est une dépense qu'on fait qu'une fois de temps en temps et qui va rapporter en termes de gains sur l'énergie, la production, le patrimoine des habitants. Donc ça peut être un peu plus vu comme une bonne dette, mais voilà, pour simplifier. Ok, c'est très clair en tout cas. Alors du coup, une dette, moi quand j'en ai, mon principal objectif c'est de la rembourser le plus vite possible, donc de réduire ma dette. J'imagine que c'est la même chose pour les États. Ouais, alors ça c'est vrai que quand on écoute un petit peu les différents discours d'économistes, de journalistes, de politiques, et là on le voit d'ailleurs pendant la campagne présidentielle en France, il y a un réflexe de bon gestionnaire un peu austéritaire, de dire une dette ça se rembourse. La France a actuellement environ une dette équivalente à 120% de son PIB. Il va falloir la rembourser à terme et donc ça justifierait des politiques d'austérité. Il faut réduire les dépenses parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. Ouais. On ne pourra pas rembourser la dette. Donc il faut... Alors, je tiens quand même à préciser que cette logique-là, elle est quand même... c'est la logique qui a été appliquée après la crise des subprimes, quand justement il y a eu une petite crise de la dette publique dans la zone euro. Voilà, donc en Europe, beaucoup d'austérité et en pratique, l'austérité ça a tendance à faire aussi baisser le PIB, donc le ratio PIB-dette finalement se détériore, donc ça n'arrange rien. Ouais. Et d'autre part, même des institutionnels assez orthodoxes comme le FMI ont pointé du doigt ces logiques austéritaires et au contraire, et c'est d'ailleurs la grosse différence avec la crise Covid qu'on vit actuellement, c'est que là la logique ça a été plutôt au contraire d'augmenter la dette pour éviter de créer une grosse récession. Et donc l'avenir nous dira effectivement qui a eu raison là-dessus. Alors il y a un truc qui revient aussi souvent dans les médias et dont on parle beaucoup, c'est l'annulation de dette pour certains pays. En quoi ça consiste et visiblement pourquoi ça marche pas? Alors c'est vrai que c'est aussi une autre proposition qui consiste aussi à dire que du coup la dette publique c'est un problème parce qu'il y en aurait trop. Et donc du coup plutôt que de réduire les dépenses ou d'augmenter les taxes pour essayer de la rembourser,
On dit tout simplement, bah écoutez, on va annuler votre dette, on va annuler votre addition entre guillemets, et du coup ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Mais du coup c'est vraiment comme si toi tu me prêtais 100 balles et que au bout de 2 semaines tu me dis écoute finalement t'es trop dans la merde, garde tes 100 balles, j'en ai pas besoin. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça si on part du principe, si on part de l'idée d'annuler la dette de manière générale, c'est-à-dire que la France pourrait très bien dire j'ai effectivement tel montant de dette qui correspond, je le disais, à peu près à 120% de son PIB, donc on doit être à peu près à la valorisation boursière d'Apple sur le montant de dette française dans le monde. La France pourrait très bien dire je ne rembourse plus ma dette, je fais donc défaut sur ma dette, et donc les investisseurs on serait de leur poche, donc ça pourrait mettre en difficulté certains fonds de pension ou certaines banques, certains, même moi, pourraient se dire tant pis pour eux, c'est pas très grave. Le risque finalement, il est évidemment pour ces individus-là qui se retrouveraient un peu lésés, c'est sûr, mais le risque il serait aussi réputationnel pour la France, c'est-à-dire que si la France fait un coup pareil une fois, la finance ça se repose quand même beaucoup sur la confiance, le crédit en particulier, et donc on peut tromper une personne une fois, mais on peut pas tromper 1000 personnes une fois. Je ne sais jamais quel est l'adage, mais vous m'avez compris. En tout cas, à mon avis, avec ce genre d'événement, on peut pas tromper une personne une fois. C'est ça. Sur le côté finance et confiance, ça c'est la meilleure façon d'avoir, je pense, de grosses attaques spéculatives contre la France. L'assurance que la France ne pourra plus emprunter à qui que ce soit à très court terme, ou alors avec des taux usurier, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui la France emprunte avec des taux proches de zéro, parfois négatifs, tellement la dette est attractive. Donc c'est plutôt au contraire la dette publique, ça, ce qui est aussi une preuve, c'est que peut-être un signe en tout cas de dire que c'est peut-être pas un problème, puisqu'on a quand même suffisamment d'investisseurs pour la contracter et qui sont prêts à subir des taux négatifs. Donc c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer pour pouvoir prêter à la France. Donc c'est qu'il y a peut-être pas tant de problèmes avec la dette, mais on va revenir un peu plus tard sur le pourquoi de cette situation. Mais en tout cas, on peut aussi admettre que la dette reste attractive malgré son stock important, qui doit être à peu près autour des 3000 milliards de dettes publiques. Mais donc certains parlent de l'annuler. L'annuler au sens strict du terme, comme on vient de le décrire, ça pourrait avoir des conséquences très néfastes qui seraient contre-productives. Ceci dit, pour ne pas faire insulte aux personnes qui proposaient l'idée d'annuler la dette, eux, ils proposaient pas d'annuler la dette comme ça au pif auprès des investisseurs. Ils proposaient d'annuler la dette publique qui a été rachetée par la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire la différence, c'est quoi alors pour un kidam comme moi? Alors la différence, c'est qu'il y a une petite partie de la dette, mais pas si petite que ça, autour de 25-30% en fait. Donc ça fait quand même de gros montants, ça fait presque un quart de la dette publique française, qui est en fait détenue par la Banque Centrale Européenne. D'accord, ok. Et donc cette dette, elle est détenue donc par une banque centrale, une institution publique qui est souveraine, qui émet la monnaie donc de l'euro, et qui pourrait effectivement se dire cette dette-là je l'annule. Ça ne léserait pas les investisseurs. Par contre, les opposants à cette proposition expliquent que ce serait pas conforme au traité. Traité de Maastricht, donc. Au traité de Maastricht, effectivement. Et qu'au-delà de ça, ça pourrait aussi faire baisser la confiance dans la monnaie euro, et donc qui aurait peut-être aussi un coût, un revers au niveau des marchés de prendre cette solution-là. Ça pourrait créer un précédent un peu dangereux. Moi, je me place pas trop sur cette question. Je fais plutôt partie des personnes qui considèrent que la dette publique n'est pas un problème, et c'est ce qu'on va probablement développer. J'en profite puisque j'ai redit que la dette française était au niveau de 120% du PIB. D'ailleurs, dans la zone euro, en moyenne, la dette publique des pays de la zone euro équivaut à 100% du PIB de la zone euro. Donc, on est quand même sur des ratios assez importants. Mais encore une fois, pour se rappeler de la comparaison flux contre stock, il faut savoir que la richesse des pays de la zone euro en moyenne est 5 à 6 fois supérieure de son PIB. Ça veut dire que si je prends par exemple au niveau des habitants, en gros en moyenne le salaire moyen des habitants de cette zone-là, il est environ autour de 35 000 euros par an. Mais si on prend en fait le stock cette fois-ci, donc l'épargne, le patrimoine moyen, il est plutôt 5 à 6 fois supérieur, autour de 200 000 euros par habitant. Et donc si on faisait la comparaison aussi donc au niveau de la richesse de la France ou de la richesse de la zone euro, qui est 5 à 6 fois supérieure en fait de son PIB, alors les ratios tout de suite sont beaucoup moins impressionnants. Ouais, on passe de 100% du coup à 6 fois moins. Et là tout de suite, on se dit par rapport à la richesse de cette zone-là,
Est-ce que 10, 15, 20% de dette publique par rapport à la richesse, est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est beaucoup moins en fait, et ça permet aussi de peut-être de garder un sens des proportions. Alors tu en parlais tout à l'heure, tu teasais ça tout à l'heure, mais du coup la vraie question fondamentalement qu'on peut se poser maintenant qu'on a un peu toutes les cartes en main pour comprendre ce qu'est la dette publique, c'est est-ce que c'est un problème finalement? Est-ce que c'est une dette problématique? Il faut savoir que la dette publique, si on la compare un peu trop à une dette privée, ça peut être vu comme un problème par rapport à ce qu'on a dit, la logique du bon gestionnaire. Je te cache pas que c'est ce que moi j'imaginais, en n'ayant pas les informations et le détail des précisions sur la dette publique. Quand j'en entends parler, pour moi c'est toujours quelque chose de négatif forcément, parce que c'est une dette, c'est de l'argent que tu dois, donc ça ne pour moi, ça peut pas être positif. Et en même temps, si la dette est à 100% du PIB, ça veut pas dire que on s'arrête de bouffer pendant un an et qu'on va rembourser la dette en un an. C'est clair. Donc, et c'est pour ça aussi que je pense que déjà le premier constat, c'est de dire si on la remet par rapport au niveau de la richesse globale, donc c'est-à-dire 6 fois plus finalement, on n'est pas encore sur des gros problèmes. Je veux dire, si tu devais acheter un appartement, la banque te prêterait beaucoup plus qu'un 1/6 de ton salaire annuel. Tu vois. Donc, je pense que ça c'est quand même un truc à garder en tête. L'autre point, c'est de se dire que la dette publique, c'est pas exactement de la dette privée. Un État est souverain, il est rattaché à une banque centrale qui émet une monnaie. Cette monnaie, les marchés lui donnent plus ou moins de confiance. En l'occurrence, le dollar ou l'euro, ça reste des monnaies assez refuges, assez solides. Et donc, il est toujours possible pour ces banques centrales d'émettre plus d'euros pour compenser ces dettes publiques, puisque une différence fondamentale entre un individu privé qui émet de la dette privée, donc, lui, il n'est pas souverain de la monnaie. Il est un utilisateur de la monnaie, mais c'est pas lui qui émet la monnaie. Donc, effectivement, il y a un risque. Par contre, en dernier recours, un État souverain peut toujours aussi compenser ces soucis-là avec sur le fait qu'il soit souverain aussi de sa monnaie. Donc ça reste quand même un point à pas négliger. Oui, c'est une différence importante effectivement. D'autres choses par rapport au côté problématique de la dette, enfin potentiellement problématique. L'autre point, c'est que les banques centrales, elles peuvent effectivement servir de dernier recours, mais en fait en pratique, elles sont déjà très très proactives à racheter de la dette publique. Actuellement, ça, on y a fait référence tout à l'heure par rapport au fait que actuellement, sur les dettes de la zone euro, il y a à peu près entre 25 et 30% de cette dette-là qui est en fait détenue par la BCE. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. On fera sûrement un épisode là-dessus, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que au cas où il y aurait trop de dettes au point qu'elles soient plus attractives, la banque centrale en fait en rachète aux investisseurs pour que justement les États puissent continuer à emprunter dans de bonnes conditions. Ça explique aussi pourquoi la France, malgré un déficit qui continue à filer et un ratio dette sur PIB qui continue aussi à augmenter, emprunte à des taux défiant toute concurrence, encore bien meilleurs d'ailleurs qu'il y a 10 ans lorsque les comptes publics étaient encore meilleurs. C'est aussi parce que les banquiers centraux ont un peu mouillé le maillot et s'assurent que la dette reste quand même assez attractive. Donc, à court terme, il n'y a pas de problème de dette publique puisqu'on a les banquiers centraux qui font le boulot nécessaire, qu'on détaillera dans un épisode, un petit teasing. Mais il y a cette action donc de la politique monétaire, donc des banquiers centraux. Et je terminerai aussi sur un autre point qui me semble quand même essentiel, qui lui est très peu connu. C'est assez technique, c'est qu'en fait, la dette publique, si on regarde ça d'un point de vue compte public, investissement, c'est de la compta, on peut y voir un problème ou une solution. En revanche, la dette publique, c'est aussi un instrument financier. Et cet instrument financier, il est donc acheté par des banques, par des hedge funds, par des fonds de pension, etc. Et c'est utilisé, en fait, cet instrument financier, il est tellement considéré comme sûr, parce qu'il est émis par les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, donc des pays qui sont considérés comme étant assez forts avec des bons résultats, etc. Et donc, c'est utilisé comme une espèce de monnaie de la finance. C'est-à-dire que quand je dois acheter par exemple des actions GameStop ou ce genre de trucs qui sont de moins bonne qualité et un peu plus volatiles, en général, j'ai besoin aussi de garanties. Et ces garanties, elles sont pour la plupart, elles prennent la forme de dettes publiques des États en fait. Ces bons du Trésor servent un peu de garantie. Et en fait, émettre plus de dettes publiques pour ces investisseurs, c'est comme si je rajoutais des billets dans une partie de Monopoly. Donc c'est pas vraiment vu comme un problème, notamment parce que évidemment la banque centrale fait le boulot de s'assurer qu'elle reste attractive et donc de gérer un peu l'offre et la demande, mais il y a tellement d'acteurs financiers, même tes crypto-monnaies, certaines sont collatéralisées, elles sont en fait finalement protégées, elles sont compensées en fait par ces instruments financiers considérés comme sûrs. Si je veux rentrer dans un produit dérivé en finance, pareil, pour pouvoir justifier ça, je vais devoir justifier d'avoir aussi pour compenser des actifs sûrs. Et donc il y a un véritable appétit par les marchés et cet appétit n'a fait que grossir par ailleurs. Alors
on peut s'inquiéter d'une bulle éventuelle à la fin, mais en tout cas pour l'instant, la nature même de la dette publique est utilisée en fait par les marchés comme une espèce de monnaie, une nouvelle catégorie de monnaie qui n'est pas exactement des pièces et des billets parce qu'il n'y a pas suffisamment de pièces et de billets pour faire les cons sur les marchés. Et donc cette dette publique est utilisée comme une extension de la monnaie sur les marchés. Et c'est une des raisons principales du fait que la dette publique ne pose pas de problème actuellement tant que ça, parce qu'il y a une énorme demande pour ce cash en plus pour les marchés, et ça n'a fait qu'exploser ces 10 dernières années depuis la crise des subprimes. Eh bien, écoute, merci pour ce petit topo de la dette publique. Comme d'habitude, on va vous faire quelques recommandations de lecture. Je vois que tu as sélectionné, c'est des bouquins, des sites? Oui, alors quelques recommandations, parce qu'évidemment, on fait de la vulgarisation, on n'est pas là pour être exhaustif, et puis de toute manière, on construit au fur et à mesure, donc on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de la finance, du shadow banking ou de la Banque Centrale Européenne à proprement parler. Mais pour ceux et celles qui s'intéressent à la dette publique comme moi, je pourrais leur recommander, alors il y a des bouquins surtout, je vais être honnête, surtout des bouquins. Dans la langue de Shakespeare, le livre de Stephanie Kelton qui s'appelle The Deficit Myth, qui explique effectivement que voilà, l'histoire des austéritaires, du déficit pose problème, et que la dette publique et la dette privée c'est pas la même chose, faut pas avoir les mêmes réflexes. Sur la dette en général, voilà, tous les écrits de David Graeber sont évidemment intéressants à lire. Et par ailleurs sur le lien entre la dette et la monnaie, puisque j'ai terminé en disant que la dette publique pour les marchés c'est un peu de la monnaie, faudra qu'on se fasse un épisode sur la monnaie aussi, il y a beaucoup de choses à en dire, et de légendes urbaines à démonter sur la monnaie. Toujours dans la langue de Shakespeare, Central Banking 101, qui est un livre qui a été écrit par un ancien de la Fed, donc la Fed qui est la banque centrale américaine, et qui détaille un petit peu ce que je vous expliquais sur la notion de fait que cette dette publique, en fait, c'est de la monnaie pour les marchés et les shadow banks. C'est assez intéressant et c'est très accessible. Même si c'est en anglais, c'est super accessible. Donc c'est Joseph Wang qui a écrit Central Banking 101. Et en français, je pense que je peux vous recommander les écrits de Thomas Piketty, notamment sur le capital au XXIe siècle et capital et idéologie, qui va parler d'inégalité, de tout ça, mais qui va aussi donc parler pas mal de dette publique. Piketty, il aime bien la fiscalité au départ, donc évidemment il se prononce pas mal là-dessus. Puis il a aussi des chroniques dans le journal Le Monde ou chez France Inter, on en parlait tout à l'heure, donc ça peut être intéressant. Et puis si vous écoutez ce podcast en différé et qu'on est déjà en septembre ou en décembre 2022, il se pourrait qu'un livre signé de ma plume sur la dette publique soit publié d'ici là. Voilà, petit teasing. Comment il fait son placement de produit en douce? Le truc est je suis en train de bosser dessus, ça devrait sortir dans 6 mois, voilà. Peut-être que ce sera une promesse déçue d'ici là, on sait pas. Et c'est la fin de ce deuxième épisode de l'Econocast. On se retrouve, si tout va bien, on espère dans 2 semaines. On va essayer de garder un rythme à un épisode toutes les 2 semaines. C'est vrai que le mois de janvier a été un petit peu compliqué, surtout de mon côté, donc on n'a pas vraiment eu le temps de se poser pour préparer ce deuxième épisode, donc on le fait maintenant. On sait déjà de quoi on va parler dans le prochain épisode. J'ai un trou là tout à coup. J'imagine qu'avec ce qui se passe, on sera un peu obligé d'aborder l'inflation à un moment donné. Maintenant, t'as parlé de la monnaie aussi, donc de la monnaie. Il y a un sur la bourse et les marchés, ça me. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des suggestions par ailleurs sur le Discord, sur le forum, etc. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser, on y répondra en début d'épisode suivant. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de la dette publique et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast économique et finance. Merci Mickaël. Merci à toi, à la prochaine. Ciao. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech, on fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur geekzone.fr.